Merci Philippe. Pendant que, désolé, ça se fait un petit peu en temps réel, là, que la présentation apparaisse à l'écran, il y aura aussi un lien par rapport à l'intervention précédente sur ce qu'on appelle finalement la judiciarisation, mais cette fois-ci non pas en mobilisant les règles du droit pénal que vous avez évoquées, les règles aussi toutes simples du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle. Il y a de multiples portes d'entrée aujourd'hui pour mettre en tension des industriels et pas uniquement sur le volet pénal. On y reviendra. Donc cette intervention un peu globale qui effectivement sera complémentaire très certainement de ce que dira Irène et Pierre ultérieurement, elle part d'un cas concret parce qu'à Médecins du Monde, en fait, on n'a pas vocation à prendre une parole généraliste sur tous les sujets en lien avec droit humain et santé. Ils sont bien ancrés sur des thématiques prioritaires que nous avons définies. Une de ces thématiques prioritaires, c'est des actions de santé en direction des usagers de drogue, avec d'ailleurs des mobilisations fortes avec les camarades de la Sud, et je salue Fabrice qui intervenait à la présentation précédente. J'en profite aussi pour rendre hommage à un grand militant des droits humains qui s'appelait le docteur Jean-Pierre Lhomme, et qui est le fondateur de la salle de consommation, la salle de shoot à Paris, un des grands militants de Médecins du Monde et de l'AFR, et qui est décédé cet été. Donc, cas concret, l'hépatite C qui touche prioritairement des personnes utilisant des drogues, mais pas que. N'oublions pas que la moitié du stock d'épidémie en France, il est aussi chez les personnes qui ont été contaminées par voie nasoconiale. Diapo suivante. Cette hépatite C, elle nous a fait entrer dans une ère nouvelle dans les pays dits riches, les pays du Nord, d'où le titre que je mentionnais tout à l'heure. Jusque-là, la barrière financière, c'était un problème de pauvres, un problème de pays du Sud. Eh bien, depuis 2014, c'est devenu, dans tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon, sauf l'Australie, dans une grande partie donc, des pays de l'OCDE, de ces pays dits riches, c'est devenu aussi un problème chez nous. Concrètement, comment ça se traduit? Un problème de pays pauvres dans les pays du Nord, ça se traduit, ça commence par des textes de droit réglementaire. Donc en janvier 2014, la première molécule d'une nouvelle génération de traitements qui permet d'envisager une guérison de l'hépatite C, ce qui est absolument extraordinaire pour des personnes qui bossent dans le champ de la santé. C'est un bénéfice individuel, on guérit, mais c'est aussi un bénéfice collectif, car on a la possibilité d'éradiquer au niveau mondial, je reviens sur l'intervention de mon collègue précédente, sur ces enjeux mondiaux de prise en charge des pathologies, on a la possibilité de guérir pas loin de 100 millions de personnes dans le monde sur des traitements qui ne devraient pas coûter cher. Alors c'est là que c'est logique. Ils ont été introduits en 2014 à des prix défiant toute concurrence sur lesquels je reviendrai, qui ont conduit les pouvoirs publics à décider de mesures de restriction, de rationnement. C'était une première en France depuis l'histoire de la sécurité sociale, avec ces principes que vous connaissez, d'un accès dit universel aux actes qui sont pris en charge par la collectivité et financés évidemment, comme vous le savez, par nos contributions fiscales, qu'il s'agisse de cotisations sociales ou d'impôts. Et bien, pour la première fois, les pouvoirs publics dans les différents pays ont dû sélectionner les malades. En France, ça se traduit dans le droit, parce qu'il y a beaucoup de questions de droit dans cette intervention, par un arrêté en date du 18 novembre 2014, dont vous voyez le titre et la référence dans le journal officiel qui apparaît sur cet écran. Un arrêté signé de la ministre de la Santé et qui a explicitement réservé ce traitement alors que l'indication liée à l'autorisation de mise sur le marché ne faisait pas ce triage de patients, qu'il l'a réservé, et ça a été le cas jusqu'en mars 2017, donc les restrictions ont été levées très récemment, qu'il l'a réservé aux personnes les plus malades. C'est une première, ça n'était jamais arrivé, jamais. Diapo suivante. Pourquoi? Bon, je vous donne quelques exemples des prix d'introduction de cette nouvelle molécule qui a été introduite sur le marché. Ça veut tout dire et rien dire, à la limite des prix quand ils sont déconnectés de comparatifs. Il n'en reste pas moins que nous sommes sur des niveaux de prix qui sont élevés et qui, si on faisait une projection, à l'époque on était sur une hypothèse de 200 000 patients en France, sur le prix de vente publique, même s'il y a des remises, gardons ce prix de vente publique qui est le seul qui est communiqué, vous voyez, ça se traduisait directement par un impact à court et à moyen et long terme, on n'allait pas traiter les 200 000 d'un seul coup, de l'ordre de 8 milliards d'euros. Je vous rappelle que le budget du médicament qui est pris en charge par l'assurance maladie, qu'il s'agit de celui prescrit et obtenu en pharmacie d'officine, ou bien la partie des médicaments prescrits à l'hôpital et refacturés à l'assurance maladie, dont font partie ces fameuses innovations thérapeutiques, c'est pas loin de 30 milliards d'euros. Et il n'y a pas que la France, je vous le disais, tous les pays. Je vous donne un extrait d'un rapport de l'Organisation de développement économique, de l'OCDE, donc, qui est paru en janvier 2017, donc c'est très récent, parce que tous les ministres de la Santé s'inquiétaient un petit peu. On se souvient
des gesticulations de Marisol Touraine et du président Hollande en 2016 en disant c'est un problème mondial, nous allons le régler au G7. La montagne a accouché d'une souris d'un rapport, mais qui a eu le mérite au moins de dire très clairement, de la part d'une institution organisationnelle, et c'est l'extrait que je vous ai marqué, que tous les pays, y compris donc du Nord, ont dû, en raison de l'impact budgétaire élevé, prendre des mesures de restriction. Diapo suivante. Donc une illustration sur la restriction en 2014, elle n'est pas très claire, c'est pas grave, le code couleur est compte. Seuls les pays bleu clair et des pays qui n'avaient pas de restriction à l'époque. La France, comme bien d'autres, et quand on va voir le rouge, c'est des critères de restriction qui sont très graves. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Tous les pays des riches de l'Europe ont dû trier leurs malades. Diapo suivante. On vous parle de l'hépatite C parce que je vous disais, l'hépatite C en lien avec cette population prioritaire qui est celle sur laquelle on travaille, usagers de drogue, ça a été un révélateur. Mais bien avoir en toile de fond que, et je pense que Pierre y reviendra aussi certainement dans son intervention, ce qu'on appelle l'innovation thérapeutique et qui est un grand enjeu dans la prise en charge du cancer aujourd'hui, eh bien, on est confronté un petit peu au même problème. Alors en France, jusqu'à ce jour, officiellement, il n'y a pas de texte de droit positif qui restreigne l'accès aux nouvelles thérapies dans le cancer, en particulier à l'immunothérapie. Mais nous sommes sur des niveaux de prix, vous voyez quelques exemples ici, qui sont confrontés au même problème économique que nous avions sur l'hépatite C. Donc encore une fois, ça n'est pas une vue d'esprit. Nous sommes entrés dans une ère dans laquelle nous ne pourrons pas soigner tout le monde si nous restons dans le modèle actuel. Diapo suivante, on va le voir, ce modèle actuel. Comment on en est arrivé là, diapo suivante. Alors, très rapidement, et effectivement, je vais aller vite parce que l'intervention d'Irène rebondira sur un des aspects, celle de Pierre sur le deuxième. Il y a 3 acteurs publics qui sont concernés dans le circuit du médicament. Tu peux cliquer pour faire, voilà. Le premier, donc, c'est ce qu'on a appelé avant l'Agence du médicament, la NSM, dont la mission essentielle, c'est de garantir la sécurité sanitaire. Avant, donc, c'est les analyses de bénéfices-risques qui permettent de dire oui, ce médicament, on va lui donner l'autorisation de mise sur le marché, ou bien, et ça, c'est là, j'imagine qu'Irène a beaucoup de choses à dire, c'est une fois que le médicament, il est sur le marché, quels sont les effets indésirables qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas attendus, voire qui ont été cachés, c'est l'affaire du Mediator, et elle a un rôle, donc, de pharmacovigilance. Dans le sujet qui nous intéresse, le médicament, à notre stade, c'est elle qui délivre les autorisations de mise sur le marché. Et depuis 1995 et surtout 2004, pour certains médicaments, dont les médicaments innovants, il y a une procédure européenne auprès de l'Agence du médicament européen. Tu peux cliquer, la suite, deuxième acteur, la haute autorité de santé, elle va évaluer ce qu'on appelle l'efficacité thérapeutique du médicament. C'est non seulement, bon, il ne tue pas le bonhomme et puis il a des bénéfices qui sont meilleurs que les risques attendus, mais surtout, il va plus ou moins le guérir, voire il va le guérir. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs, dont 2 qui sont majeurs, qu'on appelle le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. Donc ça, c'est le rôle de cette agence. Et vas-y, clique un coup. Donc avec des vrais débats sur l'innovation thérapeutique, et Pierre a beaucoup de choses à nous dire là-dessus, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Et le troisième acteur, c'est celui sur lequel moi je vais plus m'intéresser dans le cadre de cet exemple de l'hépatite C. Le comité économique des produits de santé, lui, c'est un organisme interministériel qui dépend des ministères santé, sociaux et puis économiques et financiers, et qui est en fait le bras armé, le représentant de l'État pour négocier avec l'industriel le prix auquel seront facturées ces thérapies à l'assurance maladie, c'est-à-dire à nous, il ne faut jamais l'oublier cette histoire-là. Voilà sa fonction, il fixe le prix, et le seul lien qu'il peut avoir avec les 2 agences précédentes, c'est avec la deuxième, il utilise un des indicateurs, l'amélioration du service médical rendu, pour définir des fourchettes de prix. Diapo suivante. Donc cette fixation du prix, comment on en est arrivé là, c'est 41 000 € pour le Sofosbuvir. Eh bien, la fixation du prix en France et dans beaucoup de pays au demeurant, elle repose sur 2 logiques. Une logique qui est légale, qui est réglementaire, c'est-à-dire des textes de loi ou des textes administratifs qui donnent des critères pour aider l'organisme qui va fixer le prix à le définir. Par exemple, ben voilà, quand c'est un générique, par la loi, ça doit être moins cher que le médicament d'origine, des choses comme ça. Mais surtout, et particulièrement en France, il y a une deuxième approche qui est qualifiée de cadre conventionnel. Les pouvoirs publics ont décidé de collaborer avec les industriels pour définir en amont un cadre dans lequel ils vont négocier des prix. Ce faisant, on s'aperçoit par expérience, ce cadre conventionnel il existe depuis la fin des années 90, donc tous les 5 ans, l'État, par le biais du CEPS, signe une convention avec le LEM, qui est le syndicat représentant les entreprises de médicaments en France, pour se mettre d'accord sur les critères qui seront utilisés dans le cadre de la négociation du prix.
On s'aperçoit à l'expérience depuis une vingtaine d'années qu'en fait l'État en quelque sorte s'est un petit peu énucléé dans son rapport de force, dans son dialogue stratégique avec les industriels. J'ai 3 minutes, oui ça va le faire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Cour des comptes, très récent. Tous les ans, la Cour des comptes doit faire un rapport sur, dans sa fonction de scrutiner l'utilisation de l'argent public, doit faire un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, et je vous cite un commentaire de la Cour des comptes sur cette politique conventionnelle. Le prix, avant, c'était finalement assez simple. L'économie pour les nuls, un prix normal, bon, c'était ce que vous mettez pour produire, pour innover, pour rechercher, pour commercialiser, plus votre marge de bénéfice attendue. Et puis, la somme de tout ça, ça vous fait un prix final, que je traduis très basiquement par cette équation. Diapo suivante. On s'est aperçu qu'avec le Sovaldi, c'était pas ça. On avait quelques petites intuitions sur le fait que l'économie réelle, elle était assez éloignée de la véritable économie du médicament. Et là, à la différence de nos présuppositions, acteurs militants de la société civile ou personnel de santé engagé, pour la première fois aussi, nous avons des preuves. Ces preuves, c'est grâce au Sénat américain. Alors, les Américains, comme les Français, ont des défauts et des qualités, ont les qualités de leurs défauts. Ils ont un défaut, ils n'aiment pas que l'argent fédéral soit dépensé à mauvais escient. Alors, il se trouve que, pour des raisons en lien avec la première table ronde, les États-Unis ont la bonne idée de mettre en prison tous les usagers de drogue, particulièrement ceux qui étaient affectés par le virus de l'hépatite C. Ils ont donc l'obligation, dans le cadre du budget fédéral des prisons, de soigner les usagers de drogue qui ne sont pas solvables. Donc, ils sont aperçus en 2014 qu'en 3 mois, le budget fédéral de la santé des prisons était épuisé. Ils sont très pragmatiques, les Américains. Donc là, ils ont fait une commission d'enquête suite à un courrier donc, de 2 sénateurs. C'est une commission paritaire démocrate et républicaine, les sénateurs Grassley et Whedon, qui ont écrit au PDG de Gilead, l'industriel qui commercialise le Sovaldi, pour lui dire « Mon gars, comment vous avez fixé le prix du Sovaldi ?» L'avantage des États-Unis, c'est que le Congrès a des pouvoirs qui sont beaucoup plus importants que nos pauvres parlementaires français. Au mieux, ils font une petite mission d'information qui servira ensuite à mettre les armoires un peu verticales ou les bureaux verticaux et on n'en fera rien. Là, ils ont des pouvoirs qui leur permettent de lever un certain nombre d'obstacles légaux, dont le secret des affaires. Et ce rapport dont je vous ai mis la page d'introduction, vous le trouvez facilement sur Internet, mais malheureusement il n'est qu'en anglais, il a permis de divulguer dans l'opinion publique, de mettre à la connaissance du public des documents qui d'habitude sont couverts par le secret des affaires. Diapo suivante. Voilà, tu peux, alors tu vas doucement, stop. Dans ce truc, vous ne voyez rien, c'est pas très grave, c'est un peu le code couleur comme pour les nuls. Vous imaginez bien, plus c'est vert, plus ça passe, plus c'est rouge, plus ça passe pas. Ce qui est présenté là, et vous voyez le petit logo qui est en haut à gauche, avec le logo de l'industriel Gilead, c'est un document interne du département de stratégie, marketing et commercial du laboratoire qui date de 2013, c'est-à-dire 1 an avant la commercialisation du Sovaldi, et qui a servi, c'est juste là-dessus, vous vous souvenez de mon hypothèse économique, le prix c'est A plus B plus C plus D plus E, c'est bien documenté, pas du tout ça, ils ont juste utilisé ce truc. Ils ont testé auprès de ce qu'on appelle les leaders d'opinion, auprès des parties prenantes particulièrement concernées, donc les prescripteurs, les malades, les payeurs évidemment, jusqu'à quel prix accepteriez-vous de acheter mon produit sans qu'il y ait trop de conséquences négatives. Le trop de conséquences négatives, tu peux cliquer sur une flèche, là, s'il te plaît, voilà, étant des restrictions d'accès au traitement, voire un risque réputationnel. Je vous laisse deviner quelle est la ligne qui correspond à la société civile, c'est celle qui rouge partout, évidemment, comme d'habitude, et tu peux cliquer encore une fois. On s'aperçoit que juste avant que toutes les cases soient rouges, on arrive à 84 000 $, et 84 000 $, c'est le prix d'entrée aux États-Unis qui a servi de référence mondiale. Donc voyez, nous avons la preuve pour la première fois. Alors on avait encore une fois des doutes, on avait des preuves partielles. Mais là, grâce au travail des sénateurs américains, nous avons la preuve que la logique économique à l'œuvre aujourd'hui dans le secteur industriel pour fixer le prix de ces innovations thérapeutiques, c'est rechercher la capacité, clique encore une fois, en rouge, maximale des États et des payeurs à supporter la dépense financière sans trop de casse. Et de fait, tous les prix ont été calés sur ce prix d'entrée aux États-Unis fin 2013. Diapo suivante. Et on a presque fini. Donc on était habitué à l'industrie pharmaceutique qui avait des ratios de profit qui étaient extrêmement élevés, de l'ordre de 20 à 25%, diapo suivante. Avec Gilead, on a franchi un cap supplémentaire grâce à cette stratégie et à l'acceptation des États. On reviendra, et ça sera ma conclusion sur la mise en tension juridique. Grâce à l'acceptation de ces prix par les États, Gilead a fait péter les ratios et on est pour $2 vendus, $1 de bénéfice net. Diapo suivante.
Bon, voilà, très vite. Voilà, c'est l'impact sur le chiffre d'affaires depuis la commercialisation de ces nouveaux médicaments VHC. Donc, vous voyez, sans lire les chiffres, simplement le code couleur. Dès 2014, on a un triplement du chiffre d'affaires. Diapo suivante. Alors, que faire? C'est ça qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas là pour pleurer, avoir nos yeux pour pleurer. On peut agir. Deux types d'acteurs peuvent agir aujourd'hui. Les États. Eh bien, les États, oui, ils ont des moyens quand même. Des États, certes, ils se sont, comme la France, un petit peu énucléés, comme je le disais, en signant des accords cadres avec l'ELEM, les entreprises de médicaments, mais ils ont, et depuis bien longtemps, depuis une vision assez gaulliste, voire gaullienne, De Gaulle a été, vous vous souvenez, pendant cette campagne présidentielle dernière, c'était un petit peu, finalement, on a l'impression qu'il était candidat. Tout le monde faisait référence à lui. Écoutez, je ne suis pas candidat à la présidence, mais je vais quand même y faire référence. Il se trouve que c'est à cette époque-là, en 1959, que la France a décidé de protéger le médicament par le brevet. C'est l'ordonnance de février 59 sur le brevet pharmaceutique. N'oubliez jamais que Pasteur a inventé ses vaccins sans brevet. Il y avait des brevets sur les procédés, mais pas sur les produits. Donc c'est une invention nouvelle, le brevet sur le médicament. Et dans la loi sur les brevets du 2 janvier 1968, qui définit légalement tous les brevets en France, et pas que le médicament, ça a inscrit dans le droit commun des brevets les produits pharmaceutiques. Sauf qu'à l'époque, le décideur public avait anticipé le fait que peut-être un jour, comme vous savez, le brevet garantit une exclusivité d'exploitation pendant une vingtaine d'années, généralement du médicament. Je passe que fini. Sauf que à l'époque, le législateur et le décideur public avaient anticipé le fait que dans cette exclusivité de commercialisation, l'État payeur serait dans un rapport de force inégal. Ils ont donc explicitement prévu depuis cette date dans la loi un dispositif qui s'appelle la licence d'office et qui permet de s'extraire sur un temps donné de ce brevet parce qu'on ne peut pas soigner toute la population. Et nous étions dans cette situation en 2014. C'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Et moi, j'utilise toujours ces opportunités pour rappeler le cadre de cette campagne. C'est pas pour se faire plaisir un beau jour en se réveillant un matin. C'est que pendant 2 ans, on a appelé Marisol et François en leur disant, là, il y a un truc qui déconne chez vous, vous avez une loi qui existe depuis 50 ans, utilisez-la, bon sang de bonsoir. Ils ne l'ont pas utilisée. Donc, diapo suivante, c'est ça, c'est des affiches que vous connaissez, pour un peu susciter du débat dans l'opinion publique. Et je te promets, c'est vraiment la conclusion. Diapo suivante, vas-y, il y en a 2 ou 3, mais on passe vite. Vous les connaissez. Il n'y a pas que l'État qui peut faire des trucs. Il y a la société civile. Donc c'est la mise en tension. Madame a évoqué tout à l'heure, sauf que la société civile ne peut pas sur le pénal agir, sauf si elle est directement victime. Nous devons nous inviter plus sérieusement dans les espaces juridiques dans lesquels on peut avoir une place, et par exemple les règles de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a des règles sur le brevet, quand elles ne sont pas respectées, il ne faut pas hésiter à les mettre en contentieux. Et c'est pas à la Ligue des droits de l'homme que je vais apprendre l'intérêt du contentieux quand il y a un non-respect des règles de droit édictées par les pays. Et bien sur le champ du médicament, au-delà de la protestation, de la revendication, nous devons nous emparer de ça, nous l'avons fait à Médecins du Monde, et vous savez quoi? Diapo suivante, ça a marché. Un truc qui était a priori impossible, tout le monde nous disait c'est la grosse industrie mondiale, et ça fait écho à l'intitulé de cette table ronde. Il est possible d'annuler ou d'amoindrir la protection accordée par le brevet. Vous n'y comprenez rien sur les 3 formules chimiques, mais je vais vous les expliquer très vite. Le sofosbuvir, c'est l'idée d'associer 2 molécules, sauf qu'en pharmacologie, en pharmacie, 2 molécules, ça ne suffit pas. Il faut dire dans quel ordre elles sont associées, parce que selon l'ordre où c'est, ça aura un effet ou ça n'aura pas d'effet. Et il se trouve que la molécule dans le bon ordre, qui a justement l'effet de guérison sur l'hépatite C dont je vous parlais, l'Office européen des brevets a considéré que finalement, elle n'était pas protégée par le brevet. Ça veut dire que les États, depuis 2014, ont accepté de payer un prix fort, une bagnole à 4 roues pour laquelle il manquait 2 roues. C'est pas très développement durable ma comparaison, mais ça cause un petit peu au peuple, et voilà quoi, c'est un peu ce qui s'est passé. Et il y a bien d'autres, vous le voyez en dessous, acteurs publics qui se sensibilisent de plus en plus à cette question. Conclusion. J'ai pris un petit détour, mais on y arrive. N'hésitons pas à agir, à impliquer effectivement les outils du droit qui sont définis dans le cadre, en particulier donc, du projet de loi de financement de sécurité sociale, mais pas que. Mais avant d'arriver à du... Moi aussi, j'aimerais qu'on ait un monde un petit peu avec autre chose que le brevet comme règle d'or. On ne changera pas la règle d'ong en 2 ans, en 3 ans ou en 10 ans. On a des règles existantes dont il faut s'emparer. C'est la contribution des BAC que nous avons apportée avec Médecins du Monde. Merci.